Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Dada Gazirabo, et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM 105.1, une interview qui est dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent ou leur dévotion. Comment ça va Dada aujourd'hui ? Bonjour Nathalie, ça va très bien, merci, et merci aussi de m'inclure dans le beau projet. Écoute, comment ne pas t'inclure, toi qui es si importante dans cette belle communauté francophone de par toutes les actions que tu mets en place avec Oasis, Centre des femmes. On aura le temps d'en reparler un petit peu. Mais avant toute chose, Dada, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui ne te connaissent pas encore ? Bon, je m'appelle Dada Gazirabo, c'est mon nom de famille, et puis je suis torontoise d'origine africaine, je suis d'origine du Rwanda, je suis canadienne depuis les 25 dernières années, et je suis présentement directrice générale d'Oasis Centre des femmes, un centre qui est engagé dans la lutte contre la violence faite aux femmes francophones. Et je fais partie de plusieurs comités, conseils d'administration ici, et je suis maman et grand-mère. Et voilà, je ne sais pas si ça suffit, mais peut-être au fur et à mesure, on pourra Oh oui, compléter. t'inquiète pas, j'ai plein d'autres questions à te poser, mais c'est une belle introduction en matière. Alors, tu disais, Dada, que toi, tu es née au Rwanda. Oui. Est-ce que tu te rappelles d'un souvenir d'enfance? Alors, je me doute que peut-être à cette période-là, ton pays était peut-être pas dans la meilleure période de sa vie de pays, clairement. Mais est-ce que tu peux nous raconter des souvenirs un petit peu d'enfance que tu avais justement quand tu étais encore au Rwanda? Moi, je me rappelle, les grands souvenirs dont je me rappelle, c'est que je viens de grandes familles, vraiment de familles avec ma propre famille. Je suis née dans sixième, septième d'une famille de 13, et ma famille, du côté de ma mère, ils étaient 10. Du côté de mon père, ils étaient, je ne sais pas même les compter, parce qu'il y avait aussi de la polygamie de ce côté-là. Et donc, c'était des grosses familles, mais des familles qui ont été plus tard, au fur et à mesure, un tout petit peu disloquées à cause des conflits, à cause des guerres, à cause de différentes autres raisons. Et certaines parties de ma famille, je ne les connais pas beaucoup, mais j'ai pas connu mes grands-parents paternels, mais j'ai connu ma grand-mère. Je me rappelle très, très bien. C'est vraiment euh, parmi les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs de ma grand-mère maternelle, une femme qui était tellement très forte, travailleuse, très calme, et on allait chaque fois passer le temps chez elle, et les mémoires sont vives comme si c'était hier. Et donc, on se rencontrait comme une colonie de vacances parce que, comme je te dis, elle a fait 10 enfants. Et elle a élevé presque tout le monde seule, parce que son mari était décédé avant, quand elle était encore jeune. Et on nous a appris qu'elle a couché elle-même presque tous ses enfants. Je la trouvais admirable. J'ai jamais assez admiré son courage, puis la façon dont elle était. Elle était très célèbre dans le coin. Dans le temps, tout le monde l'appelait Maman, Maman, pour dire, c'était la maman de presque tout le monde. Et en plus de ma famille grande, dans sa famille, il y avait tellement de monde qui n'étaient même pas de sang, mais qui étaient des enfants, des jeunes, des femmes, des familles qu'elle aidait beaucoup. Donc, pour moi, quand je me rappelle toujours de cet endroit, c'est d'elle dont je me rappelle. Et
comme si c'était un tout petit peu, je dirais, la transmission. Elle nous a fait une mère extraordinaire. Donc, comme on dit, telle mère, telle fille. Ma mère aussi, je pense qu'elle en a pris d'elle. Elle est devenue aussi une femme très, très, très forte. Tu comprendrais pourquoi j'aime beaucoup parler de femmes. J'en ai connu vraiment des femmes extraordinaires, dont les deux là, mais ce n'est pas les seules. Dans toute ma vie, j'ai eu beaucoup de femmes inspirantes, fortes et qui m'ont inspirée depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Donc, c'est l'un des souvenirs de l'enfance, ma grand-mère. Justement aussi, toi qui es très impliquée auprès de la cause des femmes, c'est peut-être aussi de là où t'es née cette vocation en fait, de Oui, prendre soin de ta communauté, de prendre soin des femmes autour de toi, parce que tu sais qu'elles sont, quand on leur donne les moyens, les femmes elles peuvent être capables de bouger les montagnes en fait. effectivement. Et puis, tu sais, ces femmes étaient d'une classe moyenne, mais à voir quels accomplissements elles avaient fait. Je ne suis même pas à un dixième de ce qu'elles étaient. Et je trouve que des fois, on ne connaît pas vraiment ce qu'on a de bien que quand on trouve à côté d'autres qui n'en ont pas. Donc, ouais. Des fois, on peut être entre guillemets de classe moyenne économique et d'être milliardaire de cœur parce qu'au final, on apporte Ah oui. tellement que c'est ça au final. On apporte beaucoup plus qu'on gagne en tant que tel, en tant que sous. Mais c'est vrai que certaines femmes comme ça, surtout quand on élève seul des enfants, et toutes les auditrices de Choc FM 105.1 qui sont mamans peut-être célibataires en ce moment qui nous écoutent doivent se dire, ah ouais, gros Mhm. courage parce que déjà des fois avec un enfant, un travail, on n'en voit pas le bout. Alors quand on commence à avoir plusieurs enfants et que justement on a cette envie de rendre le quotidien d'autres personnes un peu plus beau, un peu meilleur, Oui, bon, on prend même les enfants qui ne sont pas forcément les nôtres de sang et on prend un peu tout le monde sous son aile. exactement. Moi, en grandissant, même dans notre maison, il y avait des enfants qu'on croyait étaient de la famille, mais qui n'étaient pas du tout liés ni de sang ni de lignée. Et c'était juste des personnes qui se sentaient à l'aise dans la maison et avec qui on a grandi, et avec qui on avait les mêmes valeurs. Et je trouve ça incroyable parce qu'on ne voit plus ça. On vit toujours dans l'individualité actuellement et puis on a peur de l'autre, de l'étranger, alors que en grandissant, moi, c'est ce qui me manque le plus, ce côté humain où on doit toujours faire attention à l'autre. Et j'ai jamais grandi en faisant attention même aux voisins ou aux passagers. Mais ici, malheureusement, c'est dans le monde où on est actuellement. Mais, et je me dis, heureusement, heureusement qu'on a connu ça à l'enfance. Alors justement, toujours dans cette période un petit peu de l'enfance, tu rêvais de quoi, Dada, quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu voyais déjà un petit peu vers quelle carrière? Alors quand on est jeune, le mot carrière, il fait peur, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y Mhm. avait un métier plus ou moins qui te plaisait? Et est-ce que aussi tu te voyais vivre ta vie entière au Rwanda ou à un moment donné, tu t'es dit, bah, moi, j'aimerais bien faire tel métier, mais par contre, je me vois pas vivre ici toute ma vie. Mhm. Moi, je rêvais d'être un juge, un juge parce que je voyais que les juges pouvaient vraiment trancher, pouvaient même donner des peines, pouvaient vraiment ramener, être appliquer la loi, appliquer la justice, mais des juges justes. Et donc, je me disais, vous savez quoi, je pense que j'aimerais être juge. Et petit à petit, bah, en parlant, en passant, il y a quelque chose d'autre, peut-être un mémoire, mais quand tu as demandé quelque chose dont je me rappelle, il y a des mémoires aussi qui ne sont pas tellement bonnes, mais avec lesquelles on vit avec. Moi, en grandissant, j'ai grandi dans un pays où il y avait toujours des dissensions communautaires, il y avait des ethnies. Et moi, il s'est passé que je suis née d'une ethnie minoritaire et opprimée, et qui est arrivée même à connaître un génocide.
Et là, la raison pourquoi je le dis, c'est que justement, quand je voyais l'injustice qu'on subissait comme enfant, comme ado, comme mes parents même, et chaque fois, c'était comme on ne se sentait pas beaucoup appartenir à ce pays. Et donc, je me disais, moi, quand je deviens grand, je vais devenir juge parce que je vais ramener la paix. Je vais essayer d'être juste, de ne pas pencher d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'était mon rêve. Mais mon rêve s'est effrité plus je grandissais, plus je grandissais. Je ne voyais même pas l'opportunité parce qu'on n'avait même pas l'opportunité d'aller aux études poussées. Et à peine si on finissait l'école secondaire, parce que je connais beaucoup de mes amis n'ont pas pu même passer l'école secondaire parce que il y avait toujours ce qu'on appelait les quotas de la grande majorité qui devaient, il n'y avait aucun quota, mais pour la petite majorité, donc on disait si vous êtes 15%, il n'y aura que 15% qui entreraient à l'école. Il y aura 15% qui iront à milieu de travail ou qui choisiront la carrière qu'ils ou elles voudront. Alors, je trouvais ça vraiment injuste. Et c'est pour ça que je me disais, je vais devenir juge, puis rétablir la justice, l'équité, l'égalité. Et comme tu posais la question, si je pensais aller ailleurs. J'aimais beaucoup voyager. J'ai beaucoup même voyagé, même à l'intérieur du pays. Et j'aime voyager même maintenant, mais je n'avais jamais pensé que je passerais une partie de ma vie loin, loin de mon pays natal. Mais les choses sont devenues ce qu'elles sont. Je me suis retrouvée au Canada et j'adore le Canada et je me sens chez moi. Il me manque d'aller au pays, mais de temps en temps, j'y vais, mais je sens toujours que j'ai un autre chez soi. Ça y est, ton J'appartiens, cœur est divisé en deux maintenant. voilà. Et il y a beaucoup qui me retient ici, je dirais. Il y a les enfants, les petits-enfants maintenant. Ils sont beaucoup plus affiliés à ici qu'ailleurs. Donc, Et justement, la jeune Dada qui se voit juge et puis son rêve de justice, au final, s'effrite un petit peu, à mon avis, malheureusement à cause de ce qui se passait à côté, le système plutôt politique qui te disait, bon, même si je me donnais les meilleurs moyens du monde, je suis même pas sûre de pouvoir atteindre ce que je voulais comme objectif. Du ouais. coup, tu as suivi quand même des études. Est-ce que tu as pu quand même faire un petit peu plus d'études que les autres, peut-être, jeunes filles de ton quartier, peut-être? Je dirais que j'étais privilégiée parce que je suis allée à l'école secondaire et je l'ai terminée. J'ai eu un travail que j'aimais. Puis par la suite, quand le rêve de faire du droit et de devenir juge s'est effrité, je me suis engagée dans les études sociales. Et donc, là, je me suis même, je ne le voulais pas, je n'avais pas pensé à ça, mais je me suis dit, ça aussi, ça me rapprocherait des humains, ça me rapprocherait des enjeux d'humains, des enjeux de la société et j'apporterai ma part dans ces enjeux-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et jusqu'à présent, j'ai fait des études sociales. Par la suite, j'ai fait des études humanitaires et j'ai par la suite fait des formations au niveau euh, de la gestion. Et plus récemment, j'ai fait des études en études sur la paix et les conflits. Et je me dis, ça n'en finit pas. Je trouve que j'ai encore beaucoup d'autres à continuer. Donc, les études ne finissent jamais. Il y a aussi l'école de la vie qui est là, qui m'a beaucoup formée. Les expériences m'ont beaucoup aussi formée. Et je trouve même que la vie m'a formée plus que l'école. Ouais. Bah forcément, en grandissant dans un pays où on est
constamment en conflit. En plus, toi, appartenant à une ethnie minoritaire, tu devais le Mhm. sentir 2 fois plus. Et c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle sans l'être, mais ça fait des liens, en fait, avec ta vie au Canada un petit peu, puisque en Afrique, au Rwanda, tu faisais partie d'une ethnie minoritaire. Ouais, Ici, tu défends le droit des femmes francophones en milieu minoritaire. Il y a toujours ce côté, on dirait, où tu as besoin justement de donner une voix à ceux qui n'en ont pas forcément, en tout cas. Et on le ressent, en fait, absolument. ça fait partie de ton chemin de vie, en fait. Oui, effectivement, c'est ça. Quand je n'ai pas pu devenir juge, je me suis dit, bah, c'est pas la fin du monde, mais je vais devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui s'occupe des autres personnes. Et c'est vrai, j'ai évolué toujours dans le travail d'aide et le travail de soutien et d'apporter toujours ma voix à celle des autres pour que on s'élève et puis qu'on se soutienne et qu'on arrive à se faire entendre. Et j'adore mon travail et j'adore la partie revendicatrice de moi parce que je sens que je ne suis pas bafouée du tout. Et le moment où je peux dire ce que je pense, où je peux revendiquer ce que je vois, un droit qui me revient, je me sens quand même privilégiée de pouvoir le faire en sécurité, sans avoir peur qu'on va me faire de mal. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qui m'a fait quitter encore mon pays, c'est que je sentais que ma voix était étranglée. Et donc, je n'aime pas étrangler ma voix. J'aime écouter, oui, écouter les autres, écouter ce qui se passe autour de moi, mais j'aime aussi porter ma voix le plus loin possible. Et justement, est-ce que ça demande du courage de se faire entendre? Est-ce que ça demande d'autant plus de courage, même quand on est une femme, de se faire entendre? Parce que c'est vrai qu'en général, on a tendance à écouter plus facilement les hommes quand ils ont des idées à donner. C'est vrai que les femmes, encore plus quand on est dans des milieux minoritaires, que ce soit à l'époque du Rwanda avec ton ethnie bien particulière, Mhm. ou ici en étant une femme noire, francophone, il y a plein de trucs qui font que ça se rejoint un petit peu ces deux univers-là. Et je me demandais justement, ouais, est-ce que ça demande d'autant plus de courage de porter sa voix dans ces moments-là? Mhm. Oui, ça demande du courage, mais moi, je dirais qu'avant le courage, ça demande aussi l'exemple, l'influence. Comme je t'ai dit, les deux femmes qui étaient les plus grandes femmes fortes de ma vie. Plus tard aussi, j'ai eu une autre femme qui était une directrice de mon école. Plus tard, d'autres femmes avec qui j'ai travaillé qui m'ont beaucoup inspirée et qui m'ont beaucoup montré que c'est pas juste le courage, c'est aussi le risque. Parce que des fois, tu as beau avoir tout le courage possible, toutes les opportunités, toute l'opportunité possible, mais des fois, il y a la peur aussi, la peur de perdre ce qu'on a ou ce qu'on revendique, ou même la peur d'avoir des représailles, parce qu'on touche des points intouchables, on adresse des choses qui n'ont jamais été adressées. Quand on parle, par exemple, d'égalité hommes-femmes, ça a toujours été un terrain glissant parce que c'est une question de pouvoir aussi. Quand tu parles égalité, c'est dire qu'il y a en quelque sorte quelques droits qui sont pris des uns par les autres. Et quand tu prends les droits sur les autres, c'est comme tu t'en appropries. Et donc, les personnes qui ont ce droit sur les autres ont peur ou ne veulent pas du tout perdre ce privilège. Et donc, De peur de revenir en dessous, limite, peut-être aussi. exactement, ou même en dessous de là où ils sont, ou même à égalité. Mais dans ce cas-là, la personne qui pousse vers ce changement est une personne menaçante. Et donc, quand tu deviens menaçante, il faut aussi que tu te dises, ah oui, j'ai peur. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Donc, ça prend le courage, mais ça prend aussi le risque de savoir gérer le risque qui va pour les répercussions qui peuvent te revenir. Donc, je trouve que ici, quand tu as ce courage,
quand tu as la sécurité, quand tu as aussi de ne pas avoir peur du risque, tu reprends ta voie. Et je pense que je dirais que c'est un combo important pour auquel il faut penser avant même toute action. Parce que qu'est-ce que je fais si je me risque à ça? Qu'est-ce que je gagne en ayant ma voix? Oui, je gagne, mais tout le monde autour de moi gagne. Quand tu gagnes, je gagne. Et je trouve que c'est ça qui m'a fait aussi oser, parce que c'est vrai, il y a osé aussi. Moi, je me dis, si je voyais ma grand-mère qui a élevé ses enfants seule, dans un moment où elle devait tout faire, elle seule, où elle n'était pas très éduquée, elle n'avait pas la chance de continuer ses études, elle avait été mariée très jeune. Je me dis, mais elle s'est retrouvée équilibrée. Et puis, comme par, je dirais, le retour de son investissement était très grand parce que ses enfants étaient à l'école. Elle a fait à ses enfants, elle a donné à ses enfants ce qu'elle n'a pas pu avoir, ce qui est l'éducation, les études, et puis une vie meilleure que ce qu'elle avait. Et je pense que il y a toujours un bon retour quand on prend ce risque, quand on ose et quand on prend le courage, parce que revendiquer ne vient pas. Pourquoi d'ailleurs on parle de revendiquer? Parce qu'on ne peut pas prendre. Revendiquer va avec les droits. Et je pense que souvent, quand ces droits ne sont pas là, des fois, il y en a même qui se battent pour les avoir, qui y perdent la vie. Et je pense que il ne faut pas sous-estimer non plus le courage qu'on a ou la capacité qu'on a d'aller de l'avant. Et si tu trouves des gens qui pensent comme toi, je trouve que c'est ce qu'on appelle la solidarité, au fait. Et pour les femmes, solidarité et courage vont de pair. Solidarité et risque vont de pair. Et solidarité et oser vont de pair parce que il ne faut pas oublier non plus le côté des traditions, des cultures, des religions qui peuvent aussi être des freins à cette prise de voix. Et je pense qu'il faut savoir, cet intérêt pas facile à naviguer. Mais autre chose qui a dû te demander beaucoup de courage aussi et oser surtout, c'est quitter ton pays. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette période de ta vie? À quel âge tu as décidé de quitter le Rwanda? Est-ce que tu as quitté seul le Rwanda? Est-ce que le Canada, c'était ton top choix sur ta liste? Pourquoi le Canada? Bref, dis-nous-en un petit peu plus sur ton immigration ici au Canada. Le Rwanda est un pays qui a été colonisé par des pays européens. Ça aurait été ma destination de préférence parce que c'est ce que je connaissais. J'ai découvert le Canada après le génocide parce que j'ai eu des membres de famille, j'ai eu des amis qui m'ont expliqué c'est quoi vivre au Canada. Comme on le dit des fois, c'est l'Eldorado. Et donc, l'Eldorado canadien m'a vraiment accroché. Et une de mes grandes amies qui avait été au Canada aussi après le génocide m'a tellement bien vendu le Canada. Et en ce moment-là, ça m'a appris et je me suis dit, de toutes les façons, je ne serai pas dépaysée. J'ai ces amis, j'ai quelques membres de famille qui sont là. Déjà, en soi, c'était une motivation. Et donc, j'entendais beaucoup sur le Canada. Le Canada, dans le temps où je venais, était encore première au monde où il fait beau vivre. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas, si l'occasion s'offre. Et je me suis embarquée avec mes enfants et je n'ai pas regretté. Et je ne le regrette pas même maintenant. Mais ça ne veut pas dire que on glisse sur l'or où tout est beau, tout est facile, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai gagnées au Canada, notamment l'espace, la voix, la sécurité et l'épanouissement qui me manquait et qui m'avait manqué pendant toute la vie de mon enfance parce qu'à cause de l'oppression. Et ça ne veut pas dire que l'oppression n'existe pas ici, mais on sait quand même, encore une fois, je reviens toujours à la voix. La voix te permet de passer.
à travers les autres troubles, que ce soit du racisme, que ce soit de l'oppression, de la discrimination, Du d'autres, harcèlement, ouais, plein de du choses. harcèlement, ou même de dire non à l'abuseur. Parce que, comme je dis, on ne peut pas, des fois, on nous apprend à dire non avec de la gesticulation, du langage corporel, mais quand tu n'as pas cette voix, on peut manquer aussi, on peut être exposé. Mais je me dis, au Canada, j'ai pu naviguer les eaux troubles, encore une fois, avec les outils que je trouvais sur place ou des outils que j'avais en moi qui ont été développés plus. Alors du coup, tu arrives au Canada. Est-ce que ton premier choix, c'était Toronto? Parce que forcément, Toronto, c'est quand même un grand changement. On a plus facilement tendance à penser que Montréal, c'est un petit peu l'entrée plus simple puisque c'est francophone. On y retrouve peut-être un petit peu plus des choses qui nous rappellent, entre guillemets, chez nous. Mhm. C'est multiculturel, mais avec cette grandeur canadienne, mais on retrouve pas mal de petites communautés qui se sont exilées. Toronto, c'est un peu le New York du Canada, c'est immense. C'est difficile des fois de retrouver certaines communautés, de retrouver ce Mhm. semblant de chez soi, justement. Alors, comment s'est passé un petit peu tes premiers temps au Canada et pourquoi avoir choisi Toronto? J'ai j'ai choisi Toronto parce qu'il y avait un membre de ma famille qui était ici et quand il m'a accueilli à l'aéroport, j'ai vu la grandiose ville, j'ai vu tout. C'était tellement, tellement écœurant, grand, comparé à ce que je connaissais. J'avais voyagé aussi en Europe, mais rien de comparable. Et donc, je me suis dit, s'il peut vivre ici, je peux vivre ici aussi. Et donc, à un certain moment, j'ai pensé, quand je venais d'arriver, parce que le logement était toujours un problème, à aller dans des petites villes, mais je n'y arrivais pas. Alors, à la fin, je me suis décidée, écoute, c'est là où j'ai mis mes pieds. En premier lieu, je reste. Et je suis restée, j'ai vu beaucoup d'opportunités euh, d'une ville, d'un métropole, et j'ai vu aussi les hauts et les bas, mais sauf jusqu'ici, j'ai élu Toronto comme ça par hasard, et le hasard m'a fait aimer la ville. Et j'en ai beaucoup, beaucoup d'autres, de bonnes mémoires aussi depuis le jour où j'ai mis les pieds ici jusqu'à maintenant. Et je pense que euh, je ne vois aucun autre endroit au Canada où je peux vivre, sauf si je suis vraiment, vraiment obligée. Ouais. Et ce premier hiver au Canada, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que ces dernières années, on vit les hivers un peu différemment. Ils sont beaucoup moins rigoureux qu'ils étaient il y a quelques années. Toi, ça fait Mhm. déjà un petit bout de temps que tu es installé ici. Donc, tu as connu les gros hivers de tempêtes de neige, de trucs comme ça. En venant du Rwanda, est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de voir la neige, de te retrouver dans des Non, conditions climatiques de ce genre? pas du tout. Et quand je m'en rappelle, je ris de moi encore parce que on parle tellement d'hiver canadien que euh, l'hiver canadien je l'ai comparé à mon accouchement. Parce que ça fait rire, mais c'est vrai parce que quand tu vas accoucher d'un bébé, tout le monde te dit que c'est tellement une peine qu'on ne peut pas décrire. Et à la fin, tu t'attends tellement à une peine que tu arrives un tout petit peu à amortir le choc. Tu t'attends à cette douleur et quand la plus grande douleur arrive, tu t'attends toujours à pire. Et à la fin, l'enfant vient avant même que tu n'es pas morte. Et le bébé est là, il fait des cris et finit l'histoire. L'hiver canadien, et on te parle de comment on met beaucoup de layers, 5, 6, et je me rappelais qu'on avait même acheté des cagoules pour laisser juste voir les yeux. Et je me disais, waouh, waouh, comment est-ce qu'on va vivre ça pour une fois qu'on va vivre le froid? Et
Donc, on était bien préparés, on s'est bien habillés. Et décembre, janvier, février, puis mars, on voit, ça redevient normal. Et je dis, c'est ça l'hiver, maintenant, bah, si c'est ça. Et je pense qu'il y a une forme de résilience aussi quand on te prévient de quelque chose de dur, tu te prépares. Et là, depuis ce temps, je n'aime pas toujours l'hiver. C'est la seule chose que j'aime pas beaucoup, mais je vis avec l'hiver, je compose. J'ai jamais été, j'ai pas attrapé comment on appelle ça, le froid des extrémités pour dire qu'on a été tellement exposé, mais c'est une période où on finit par le vivre. Et je pense que justement à cause de la préparation assez intense, euh, ça finit par être normalisé au fait. Ouais. Alors, du coup, premier hiver se passe plutôt bien, tu étais préparée, donc au final, tu t'attendais à pire, on va dire, et ça, c'est plutôt bien passé. Exactement, je m'attendais à pire et puis j'ai vu que je pourrais vivre ici. Et les enfants aimaient ça. Bah, j'ai jamais appris, par exemple, à faire les sports d'hiver. Non, je me disais, c'est déjà assez de vivre ce froid. Je ne vais pas m'exposer davantage. Mais je me dis des fois, est-ce que ça peut s'apprendre à mon âge? Je ne sais pas. Qui sait, peut-être à ma retraite, je vais aussi prendre, Faire du ski. oui, pourquoi pas? Je pense que moi, je me mets toujours devant des défis et je me dis, chaque fois, je me dis, si j'ai survécu au génocide, à la machette, je peux survivre aussi à n'importe quoi. C'est ça aussi, l'expérience passée peut être d'une grande importance quand on se prépare au pire. Ouais, Ouais. c'est ça, quand on a vécu des épisodes très Mm. difficiles, voire même traumatisants dans sa vie, on est plus ou moins préparé à toute éventualité pour le reste de sa vie. Ouais. Et du coup, donc, une fois que tu arrives, tu t'installes, comment tu arrives à trouver du travail? Comment tu décroches ton premier job et c'était lequel? Est-ce que tu avais toujours cette envie de travailler dans le social, d'aider les gens autour de toi? Au fait, comme je t'ai dit, j'ai fait les études sociales et quand je suis arrivée au Canada, j'ai passé presque un mois sans, sans beaucoup parler le français. C'était comme j'étais dans une maison d'hébergement pour les réfugiés, parce que je suis venue comme réfugiée. Et là, on- il n'y a que l'anglais. Et donc, je me rappelle très bien, c'était un été, c'était pendant l'été, au fait. Ça faisait beau d'être à l'extérieur. Euh, je rencontrais d'autres personnes qui venaient de plusieurs pays. Et là, on était dans la même situation, mais à part qu'il n'y avait pas beaucoup de francophones. Et là, pendant que j'étais encore là, c'est une maison où on nous a accompagnés à passer à travers les systèmes, les processus, que ce soit l'immigration, que ce soit chercher le logement, trouver un permis de travail ou un permis de conduire. Donc, tout ça, c'était l'endroit où on vous accompagnait. Mais un jour, là, je vois, l'employé de la maison vient m'appeler, me dit, il y a deux femmes qui parlent le français. Et là, j'ai couru presque parce que je me disais, ah bon, il y a quand même des gens qui parlent le français ici, c'est même bien. Alors, je rencontre deux femmes. Il y avait une femme qui était la directrice d'Oasis dans ce moment-là, et Oasis venait de commencer. Ils allaient dans des maisons d'hébergement, dans la communauté, pour parler d'un nouveau centre pour femmes. Et là, ça a été comme un salut. Ils m'ont connecté au centre francophone, elles m'ont connecté à tout ce qui est. Il y avait très peu, apparemment, il n'y avait que trois organismes à part les écoles. Il y avait le centre francophone et puis il y avait ce qu'on appelait le centre médico-social qui a été fusionné plus tard avec le centre francophone. Et Oasis Centre des femmes, c'était les trois grands organismes
pour les francophones. Et donc, j'ai été introduite à Oasis à partir de ce moment et je ne m'en suis jamais séparée. Donc, mon histoire a aussi évolué au sein de cet organisme. Et justement, raconte-nous en plus. Donc, du coup, tu rencontres ces deux femmes qui te donnent justement cette opportunité, parce qu'on parlait d'opportunité un peu plus tôt, et des fois, c'est un peu... Moi, je suis très spirituelle comme personne, donc je crois au signe du destin aussi, et je pense que comme quand... Bah, dans ton cas, on a déjà essuyé pas mal d'événements compliqués et malheureux. À un moment donné, la chance, elle est censée sourire aux gens bien. Et donc là, tu croises ces deux femmes qui t'amènent justement, pas sur un plateau, mais qui t'amènent justement la connaissance de cet organisme qui existe. Toi, ça fait un lien avec ton Et histoire, pour des ton femmes parcours, et des cette femmes envie. francophones. Et Des oui, gens, et puis cette des- envie d'aider les communautés, d'aider les gens, de donner justement cette voix. Là, on Mhm. arrivait à un point où tu pouvais juste centraliser tout ça. Comment ça s'est fait un petit peu avant que tu puisses réellement travailler pour Oasis Centre des Femmes? Parce qu'elles t'ont d'abord aidé dans tes démarches de Donc, nouvelles arrivantes. elles avaient mis en place un groupe de soutien, un groupe pour tirer les femmes de l'isolement. Et donc, elles m'ont connecté à ce groupe. C'était chaque mercredi, les mercredis après-midi. Et tous les mercredis, c'était mes rendez-vous sacrés. Je ne manquais pas le groupe de soutien. Et donc, tu rencontrais d'autres femmes nouvellement arrivées, on se soutenait, on s'échangeait les ressources, les endroits où acheter les habits d'hiver, les habits des enfants et tout ça, où est-ce qu'on peut aller chercher un médecin, tout ça. Et là, une des femmes qui animait le groupe m'a dit que ben, elle me trouvait intéressante. Comme ça, je dis oui, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Je lui ai raconté. Et puis, des fois, les gens me disaient, pourquoi tu ne cherches pas du travail et ne t'attends pas à du travail dans ton domaine? Ils me disaient, tu n'as qu'à t'inscrire demain à la manufacture. Et puis, je dis, vous savez quoi? Je ne peux pas travailler à la manufacture. Et puis, il me disait, mais qui es-tu? Tout le monde passe par là avant même qu'on trouve quelque chose. Je dis, bah, c'est pas parce que je dénigre le travail de la manufacture, mais j'ai des petits-enfants, j'ai des horaires que je ne peux pas, je ne peux pas faire. Donc, je pense que je suis condamnée du moins à être une mère au foyer jusqu'à ce que les enfants puissent être grands. Et donc, la madame, là, m'a dit, euh, je lui ai donné mon CV et tout ça. Elle m'a dit, ah bon, c'est intéressant. Elle venait d'avoir un bébé, puis elle m'a dit, je vais prendre un congé de quelques mois et je pense que tu pourrais me remplacer. Elle faisait l'accueil des nouveaux arrivants aussi au centre francophone. Et là, elle m'a donné un contrat pour 4 mois et elle a trouvé que je me débrouillais pas si mal. Et après ça, il y a alors Oasis qui m'a demandé si je pouvais animer ce groupe. J'étais cliente moi-même du groupe et donc ils m'ont demandé, comme tu as quand même l'expérience dans le domaine, est-ce que si on t'offrait un contrat, tu le prendrais? Je dis très volontiers, même si c'est un demi-temps. Alors j'ai commencé à animer le groupe qui m'animait aussi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler à temps plein avec Oasis et sur le programme auprès des femmes immigrantes et réfugiées. Et le programme a grandi et puis j'ai évolué dans un autre poste et je suis partie d'Oasis pour travailler au Centre francophone pendant 2 ans. Je suis revenue encore pour un autre poste. J'ai vraiment fait le va-et-vient ici jusqu'au moment où je suis revenue il y a 12 ans comme directrice. Donc, j'ai un peu évolué dans le monde francophone à Toronto. Entre-temps, j'ai travaillé pendant un petit temps aussi dans la maison d'hébergement qui m'avait accueilli. Je pense que je ne voulais pas m'écarter de son monde qui était devenu comme
ma maison ou mon home, comme on dit. Et donc, c'est vraiment ces organismes qui m'ont donné toutes les opportunités à évoluer. Et puis, je pense que c'était donnant-donnant aussi. C'est ce que j'apportais et c'est ce qu'elle m'apportait aussi. Et me voilà. Et, C'est une belle histoire, Dada, parce qu'au final, c'est en allant à ces cercles, c'était limite plus pour papoter, te rendre compte qu'il y avait d'autres femmes dans le Mhm. même, au même niveau que toi, que ce soit l'immigration, Oui. que tu sois maman, que ce soit un petit peu difficile. Puis pour tous ceux qui ont immigré ici au Canada, on sait très bien que les premiers mois, les Mhm. premières semaines, c'est super dur, on n'a pas forcément de repères. Et chaque Oui. personne qu'on rencontre devient un repère pour un point très précis. Par exemple, tu vas avoir une copine qui va te parler des bons plans. Ah bah si tu veux trouver de quoi faire tes courses pas trop chères, tu devrais aller là. Ou une autre copine qui va te Exactement. dire pour les enfants, moi j'ai trouvé cette école, tu devrais penser à ça. Bref, au final, tu avais commencé à faire comme une sorte de réseau et de C'était un réseau. C'était vraiment un grand réseau. Et pour moi, ça, comme je te disais, ça faisait juste un mois que j'étais ici. Je n'avais pas eu le temps de me perdre dans la communauté et de ne plus savoir où je vais mettre de la tête parce que c'est ça aussi ce qui se passe. C'est pour ça que je me dis toujours que je suis privilégiée parce que j'ai toujours eu de prime abord cette belle orientation, ce bel accueil avec des personnes qui m'ont montré que la vie n'est pas si compliquée qu'on le croit ici. Même si c'est compliqué, bah, j'ai aussi, j'ai ce que ça prend pour naviguer euh, ce nouveau monde qui est devenu mon monde. C'est pour ça que dès que j'ai commencé à travailler ici, je me suis juré à encourager d'autres femmes à aller vers les services, à connaître les ressources qui existent parce que on vient avec beaucoup de bagages et de bagages importants hein, qui servent vers la communauté. Et souvent, on perd espoir, on perd courage, et puis on se retrouve justement dans la manufacture alors qu'on n'est pas fait pour la manufacture. Mais c'est comme, il y a la survie, c'est encore cette peur qui habite le monde, la peur du lendemain. Qu'est-ce que je deviens si je ne travaille pas? Qu'est-ce que je... encore plus quand on a des enfants à charge. C'est ça, quels vont devenir mes enfants? Est-ce que quel est le modèle que je fais pour les enfants? Et donc, des fois, c'est ce départ qui est déterminant de la façon dont tu te retrouveras à ta place ou la façon dont tu seras déplacé encore une fois. Parce que tu t'es déplacé de chez toi en premier lieu, mais tu arrives ici aussi, tu continues de te déplacer de ton aura, de ton goal et de ton but. Et des fois, c'est ça aussi qui perturbe les gens. C'est assez difficile que ça peut, qu'il y a des gens qui désespèrent si tu ne fais pas attention. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, quand je vois des personnes nouvellement arrivées, je me dis, tu as ça, tu as une communauté qui t'accueille, tu as des ressources qui ont été créées aussi par des personnes comme toi. Parce que moi, j'ai apporté une pierre. Oui, c'est vrai, ils m'ont donné l'espace, ils m'ont donné l'orientation, mais ils m'ont donné aussi l'occasion de donner du mien. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il ne faut jamais sous-estimer, même une personne qui arrive aujourd'hui, elle arrive avec quelque chose. Elle était quelqu'un ou quelqu'une là où elle était. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle perde cette orientation et surtout, cette détermination d'élire le nouvel environnement comme son environnement. Et on n'est pas seul. C'est un processus, je pense, mais si c'est bien soutenu, c'est un processus incomparable. Ouais. Alors, tu disais, on n'est pas tout seul. Et justement, toi, avec Oasis Centre des femmes, tu as pu aider de nombreuses femmes de cette communauté, justement, depuis toutes ces belles années où tu travailles à la tête de cette belle organisation qui est Oasis Centre des femmes. Dada, Mhm. si tu devais
pas résumer, parce que résumer, c'est oublier des détails hyper importants, mais s'il y avait des projets sur lesquels tu as pu travailler au cours de ces années dont tu es réellement très, très fier parce que ça a permis de mettre en place d'autres choses ou ça a permis d'aider énormément de gens, quels seraient ces projets justement et pourquoi tu nous en parles justement? Moi, j'aime toujours dire le réseautage. Le réseautage, c'est quelque chose, pour moi, ça a été un baptême de paix. Un baptême, je dirais, comme encore de sang, mais qui a produit beaucoup de transformations dans ma vie. Quand je parle de réseautage, justement, la première connexion avec les femmes d'Oasis a été comme un réveil, pas seulement juste une occasion, une opportunité, mais c'est un réveil de combien les femmes font face à des défis, pas seulement chez moi, mais ici aussi. Et ça m'a ouvert l'œil pour me joindre à des groupes de femmes, des femmes qui ont revendiqué. Et justement, l'une des plus grandes initiatives à laquelle j'ai déjà participé ou j'ai participé dans le fondement, c'est le MOFIF, le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Ça, c'est nous, les femmes immigrantes, qui l'ont mis en place. C'est nous qui nous sommes mis ensemble pour parler des défis que les femmes francophones trouvaient. Et pour nous, c'était l'un des grands succès, par exemple, du MOFIF, quand il était en création. On a parlé des services aux femmes nouvellement arrivées, aux femmes qui viennent des conflits armés. On a parlé du parrainage. Dans ce cas, quand on arrivait au Canada, comme tu sais, on n'arrive pas toujours ensemble en famille au Canada, il y a toujours une partie qui arrive en premier, une partie qui arrivera plusieurs années après. Et il y avait ce qu'on appelait le parrainage entre époux, où l'époux numéro 1 qui est arrivé en premier devait parrainer l'époux numéro 2 pendant des années. Et il y avait cette condition de 10 ans qu'on mettait pour que tu puisses même, que ce soit pour parrainer une autre personne, ou que tu devais être lié au parrain ou à la marraine. Souvent, quand les femmes vivaient de la violence, elles devaient rester dans cette situation pendant 10 ans. Tu peux t'imaginer. Alors, Oui, c'est comme être lié avec des chaînes. voilà, c'est comme on te liait. Alors, on a commencé à dire justement, où est-ce que vous avez vu une personne qui est liée pendant 10 ans, même quand elle vit des défis? Et donc, à cause justement de cette revendication collective, l'immigration, c'est allé jusqu'à l'Immigration Canada. Ils ont tranché et puis ils ont réduit jusqu'à 3 ans. Le parrainage n'allait plus, l'entente de parrainage n'allait plus durer 10 ans, mais plutôt 3 ans. Par la suite, il y a eu même 2 ans, et par la suite, il y a eu le fait que si tu vis dans la violence, tu peux partir à tout moment. Il n'y avait pas question d'entente de parrainage. Ça, c'était un des premiers accomplissements vraiment, comme collectif de femmes immigrantes, on a fait. Par la suite, quand je suis entrée, j'ai dit que j'ai travaillé avec Oasis dans plusieurs chapeaux. Et quand je travaillais justement comme intervenante dans la communauté pour aider les femmes qui quittent les relations abusives à se trouver des logements, j'ai vu combien les femmes francophones vivaient des défis parce qu'il n'y avait aucune maison d'hébergement pour femmes francophones. Et là, je rentrais tout le temps, je parlais à ma directrice, je lui dis, il nous faut trouver une maison d'hébergement pour les femmes francophones parce que ce qu'elles vivent dans des maisons anglophones, c'est un peu inhumain. Alors, on a travaillé fort, on s'est mis ensemble et on a mobilisé les femmes, on a écrit des lettres, on a fait des démarchages et par la suite, moi, j'ai été sur le comité fondateur de la toute première maison d'hébergement francophone et ça, c'était encore une très belle réussite d'avoir travaillé à cette revendication pour qu'on trouve cette maison. Et ça encore, c'est quand les femmes se sont mises ensemble.
et ça, j'en suis tellement fière quand je vois qu'on a une maison pour femmes francophones. Et je dirais aussi le fait d'appartenir à un collectif qu'on appelle Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, c'est comme un organisme parapluie pour tous les organismes en violence faite aux femmes. Nous avons toujours apporté la voix des femmes noires, des femmes immigrantes, des femmes francophones, de vraiment sensibiliser les décideurs à comprendre que nos enjeux diffèrent des enjeux des femmes nées au Canada, des femmes qui ont tous les privilèges possibles, alors que quand tu viens, tu te réinventes. Comment est-ce qu'on peut faciliter cette réinvention, ce nouveau processus d'intégration? Et donc, il y a eu pas mal de changements qui venaient justement des démarchages des femmes. Et quand je suis arrivée aussi à Oasis, je me dis, l'une des choses aussi auxquelles je peux me sentir fière, c'est qu'on a commencé à créer des ressources pertinentes aux femmes, aux diversités des femmes qu'on serve. Parce que figure-toi qu'on utilisait toujours les approches du Québec, parce que le Québec est avancé et le Québec, c'est la province la plus francophone qu'on peut imaginer. Nos ressources, nos outils étaient quand même se référer des ressources du Québec, malgré que les défis, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Et donc, à Oasis, on a commencé à faire des recherches-actions où on implique les femmes à créer eux-mêmes les outils. Jusqu'à présent, on est à notre 5e recherche et à chaque recherche, on en tire de nouveaux outils, de nouvelles ressources pour les femmes qui viennent d'arriver au moment, qui sont les nouvelles Canadiennes et qui peuvent exprimer leurs besoins. Et donc, moi, je dirais que parmi les grands accomplissements, ce sont les essentiels. Et le temps que j'ai passé vraiment dans cet organisme, pour moi, je dirais que c'est la partie de ma vie la plus enrichie. Parce que non seulement j'ai appris à vivre dans un monde nouveau, mais j'ai trouvé des femmes extraordinaires et des femmes avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années, mais des femmes qui m'ont inspirée aussi. Et des femmes je dirais, qui m'ont bâti en une autre personne. Et ça m'a donné l'occasion aussi c'est comme en chaîne. C'est un travail à la chaîne. Il y a des femmes qui m'ont accueilli, qui m'ont montré le chemin, qui m'ont vraiment ouvert les portes, qui m'ont même donné le goût de continuer à me battre. Mais il y a des femmes aussi que j'accueille, à qui je montre le chemin pour qu'elles fassent la même chose. Et tu vois, une action d'une seule femme peut changer toute une société. C'est pour ça que je crois beaucoup, beaucoup en la capacité de chaque femme à apporter un bout de changement. C'est comme une chaîne, une maille de chaîne. Quand une maille s'enlève ou tombe, ce n'est plus une chaîne, c'est des morceaux de chaîne. Et je me dis, il faut on recolle la maille qui tombe pour que la chaîne entière continue d'aller le plus loin possible. Et c'est ce que je vois. Et je trouve que ça m'a fait réaliser combien chaque personne compte. C'est important d'ailleurs que tu aies souligné que c'était comme un travail à la chaîne, toi qui n'as pas voulu travailler dans la manufacture justement pour ne pas travailler à la chaîne. Au final, les choses se retrouvent dans un autre contexte, mais au final, c'est vrai, je te rejoins, chaque maillon d'une chaîne a son importance, même si on ne le voit pas tout de suite, on sait juste que quand elle n'est plus là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Quand une chaîne se casse, des fois, on la met à côté, on l'oublie même. Mais si tu trouves la maille que tu peux la resserrer, la remettre... du coup, cette chaîne refonctionne comme d'habitude. Exactement. Moi, je pourrais t'écouter parler pendant des heures parce que tu es le genre de personne qui a tellement cette passion
c'est communicatif et en plus, tu as une voix très apaisante pour raconter des choses hyper importantes. Donc, je trouve que c'est magnifique. En tout cas, ton discours est très, très beau. Ah, Mais malheureusement, merci. cette heure est déjà quasiment terminée. Alors, avant de te quitter, Dada, je me demandais quels seraient ton ou tes conseils que tu aurais à donner à une auditrice qui nous écoute, qui est peut-être nouvellement arrivée, qui justement n'a pas encore conscience de tout ça, puisque les ressources, elles sont tellement multiples que des fois, c'est difficile de trouver de retirer l'aiguille de la botte de foin, justement. Mhm. Quel conseil, justement, tu donnerais à cette femme immigrante qui vient d'arriver, qui ne sait pas trop par où commencer, qui a l'impression que ça va être compliqué, qui se sent seule? Quels Mhm. seraient, justement, toi, les conseils que tu donnerais, Dada? Moi, le premier conseil que je donnerais à toute femme, que ce soit nouvellement arrivée ou que ce soit celle que je rencontre qui est là depuis longtemps, c'est de ne pas perdre le soi. Parce que on est de quelqu'un, on est qui on est, qu'on le veuille ou pas, on a été créé pour être quelqu'un, pour être qui nous sommes. Et des fois, c'est ce soi, ce moi, le moi qui s'opère quand on arrive dans un nouveau pays et dans un nouveau climat. Il y a des choses qui peuvent vraiment, vraiment euh, te secouer pour que tu te perdes complètement. Et je me dis, tu n'es pas seul. Les autres aussi sont passés par là où tu es, mais prends ta voix immédiatement, reste qui tu es, et puis avec l'apport des autres, des semblables surtout, ça crée une synergie impeccable. Et de ne pas avoir peur aussi de poser des questions, parce que souvent, on a, on a aussi cette peur de se voir jugé ou de se voir vu comme quelqu'un qui ne connaît rien. Et c'est ça, souvent parce qu'il y a tellement, tellement de statu quo ici, il y a tellement de structurels ici, si tu ne fais pas attention, tu vas suivre comme un mouton. Et à la fin, c'est toi qui perdras. Moi, je me dis, il n'y a rien à poser de mal à poser des questions. Il n'y a rien de mal à réapprendre, mais en se construisant, en ne pas perdre son identité. Moi, je trouve toujours que comme femme, nous avons tellement, tellement d'atouts, nous avons tellement de courage. Et surtout, si quelqu'un a quitté son pays à des milliers de kilomètres, c'est qu'elle est capable de tout. Et je me dis, ne perdre aucunement courage, même s'il y a des moments difficiles de s'adapter à l'environnement. Il y a des ressources comme Oasis Centre des femmes, comme toutes les ressources qu'on voit. Et il y a de l'information, des tonnes, des tonnes. Ici, l'information, c'est le pouvoir. Et je me dis, le pouvoir des femmes vient en restant qui elles sont et puis en reprenant leur voix et en utilisant l'information qui leur est donnée. Et je pense que si chaque personne, même pas seulement une femme, arrive à rester qui ils sont faits pour et à utiliser les ressources qui sont à leur disposition, on a la recette du succès. Bah, écoute, c'est sur ces beaux conseils que je vais devoir te laisser, ma chère Dada Gazirabo. Merci beaucoup C'est pour moi ce qui te bel entretien. remercie. Merci d'avoir justement encore une fois utilisé cette voix qui est hyper importante dans cette belle communauté francophone. Merci aussi en tant que femme de tout ce que tu fais pour cette belle communauté féminine francophone ici à Toronto. C'est important. On l'oublie souvent parce qu'on est dans un milieu privilégié ici au Canada, encore plus à Toronto. On a l'impression que tout ça, c'est loin, que tous les problèmes, que ce soit les violences ou quoi que ce soit, on a toujours Mhm. l'impression que c'est loin de nous, alors qu'au final, ça arrive tout près de chez nous. Il faut juste y prêter un peu d'attention. Donc, en tout cas, merci Dada pour toute l'attention que tu portes à toutes ces femmes et toutes les actions que vous mettez en place pour l'Oasis Centre des Et femmes. puis, je n'oublie pas, justement, on peut tout mettre en place, on peut tout faire. Des fois, on travaille à l'ombre aussi. Et je me dis, Choc FM, depuis vraiment quelques années, est une radio, est un média qui nous donne l'espace, cet espace-là. On a besoin de cet espace, on a besoin de cette voix
et on peut tout faire si notre voix n'est pas écoutée. Comme je te l'ai dit depuis le début, on, on reste insignifiant. Mais merci beaucoup encore une fois de nous donner et l'espace et la voix et la sécurité pour dire ce que nous avons comme, pas comme défi, mais comme réussite aussi, mais comme qu'on peut partager avec les autres. Et je Merci pense que beaucoup, Dada. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. C'était Nathalie Salmeron dans Nos francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À très bientôt, Dada. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie.